Olivier Laclergerie, bonjour, et merci d'avoir accepté cette interview, un face-à-face d'environ 45 minutes sur LDLC qu'on connaît peu, et pourtant vous existez depuis longtemps, depuis même un certain temps. Peu nombreux sont les pionniers du e-commerce aujourd'hui qui sont encore en vie en 2018. LDLC, je le rappelle, a été créé en 1997. Qui peut aujourd'hui se targuer d'une telle trajectoire? Cher Olivier, vous opérez actuellement 13 sites e-commerce, dont 7 marchands, et employez 900 salariés, tout ça dans votre région si jolie de Lyon, si je ne me trompe pas. Dans le même temps et de façon simultanée, vous avez ouvert l'année suivante de votre création une première, puis une seconde boutique, en même temps que vous lanciez votre site à une époque où on croyait peu à Internet, où le retail était encore roi. Vous avez mené les combats de front, les 2 combats de front. Aujourd'hui, en 2018, ce sont 30 magasins qui portent votre nom, et votre activité e-commerce connaît une croissance insolente pour atteindre au total, tous canaux confondus, le chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Tout ça, 500 millions d'euros dans une discrétion absolue, enfin que je trouve absolue, à l'heure où Amazon, à l'heure où vous êtes confronté à des géants du e-commerce tels que Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty. Vous passiez inaperçu et pourtant vous êtes encore là, vivant, debout, indépendant et autonome. Vous êtes peu visible dans les médias, vous opérez depuis plus de 20 ans, à l'heure où on ne parle que de médiatisation, voire de surmédiatisation, réseaux sociaux. Vous faufilez comme ça, à travers cette modestie et ce succès qu'on connaît mal. C'est un parcours fabuleux et un vrai succès pour moi, à mon avis, parce que vous avez suggéré innovation, e-commerce, magasin, avec cette discrétion et cette longévité déconcertante. Ensuite, et à l'heure où on parle depuis très peu finalement d'une transition omnicanale entre les magasins et le e-commerce, très honnêtement, on entend parler de ça aujourd'hui en France depuis environ 3 ans, alors que les sujets étaient inévitables. Les magasins existent depuis la nuit des temps. Des modèles sont construits, parfois... je parle des autres modèles, bien sûr, des modèles ailleurs, à coup de rafistolage informatique ou de bidouille. Vous, depuis la fin du XXe siècle, d'une certaine manière, vous avez construit ce modèle, non pas par opportunité, mais en alliant vraiment de façon intelligente et construite un modèle à 2 têtes, où le online et le offline se sont mariés, je dirais, non pas d'un coup comme ça, par opportunité, mais réellement à la racine de votre activité, à la genèse, et c'est ce qui fait votre succès. Moi, je vous salue parce que, très honnêtement, je vous connaissais peu. Je suis aussi considéré comme un ancien de la e-logistique, donc forcément un ancien du e-commerce. Et pendant le moment où on a préparé cette entrevue, j'ai énormément appris, et ça faisait, je dirais, assez longtemps que je n'avais pas appris autant. Voilà, en résumé, et si je peux me permettre, parce que je vous avais préparé une petite surprise aussi, lorsque je vous compare à d'autres sites, j'ai du mal à trouver je dirais, de parcours similaires. Et du coup, je réfléchis, succès continu, longévité, indépendance, grande discrétion. Il vous manque juste le titre de personnalité préférée des Français pour être un peu le Jean-Jacques Goldman du e-commerce et des marchands aujourd'hui, qui est un petit peu sur la même idée, le même parcours et qui s'inscrit dans la durée. Alors Jean-Jacques Goldman, c'est aussi Envole-moi, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un cap à 2021 à 1 milliard, entre gris clair et gris foncé, retail, e-commerce, vous ne vous arrêtez pas. Et aussi, je marche seul, puisque vous restez un des seuls acteurs indépendants de cette taille, restant toujours indépendant, pas absorbé, ni racheté, ni fusionné par un groupe. Et enfin, si vous me permettez encore de terminer sur cette comparaison, Jean-Jacques Goldman, c'est aussi 4 mots sur un piano. Alors, ce n'est pas avec Patrick Fiori que vous avez créé votre duo, mais avec votre frère, Laurent. Et ce n'est pas 4 mots sur un piano, mais bien 4 lettres sur un clavier, celui d'un ordinateur. Voilà, je vous remercie d'accueillir, comme il se doit, et à nouveau, Olivier Laclergerie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je crois que tout est dit, en fait. Je vais pouvoir partir. Non, et il se trouve que vous allez rester, parce qu'on est plusieurs à s'être déplacés. Ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres questions, parce que j'ai d'autres interrogations. LDLC, bon, j'ai envie de dire, ça veut dire Laurent de Laclergerie, mais c'est d'où est venue l'idée d'associer le nom de votre frère à ce site? Est-ce que Vente Privée s'est appelé JAG? Non, il s'est appelé Vente Privée. Pourquoi LDLC? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, au-delà des initiales? Ça veut dire que c'est une aventure familiale qui a démarré de manière extrêmement simple.
sans prétention particulière à part la volonté de s'amuser. Donc LDLC, au moment de la création, moi je suis étudiant, je termine ma dernière année d'études à l'EM Lyon et je m'amuse à faire des business plans le week-end avec mon frère qui a un esprit entrepreneur et on s'amuse à créer des aventures, à créer des histoires. Et LDLC, en fait, c'est simplement le fruit de la création d'une de ces histoires qui s'est transformée en réalité. Donc, dans l'appartement familial, une SARL à 50 000 francs de capital, je dis bien 50 000 francs, donc sans moyens particuliers, sans locaux, mais avec la passion de l'informatique et l'envie de créer une entreprise. Voilà. Ça, c'est le démarrage. Et LDLC, pourquoi? Parce que ça semble être la genèse de l'entrepreneur qui a porté le projet. D'accord. Vous avez démarré dans votre appartement familial, ça veut dire que, comment vous avez fait? Dans votre chambre, dans le salon, vous avez grandi dans votre garage? Est-ce qu'on va reprendre cette allusion des startups américaines qui, le stock était dans votre garage ou pas? On a grandi un petit peu partout, on s'est fait jeter dehors par mes parents, même à un moment donné, parce qu'à force de prendre d'abord ma chambre, la chambre de mon frère, le garage, le salon, la salle à manger, un appartement, ça sert aussi à vivre. Et donc, on nous a expliqué au bout de 2 ans qu'il fallait qu'on bouge. Mais effectivement, on a utilisé le garage. Le premier stock n'était pas le garage, je tiens à le signaler. Le premier stock, c'était une étagère dans un placard, oui, où on arborait fièrement le premier processeur acheté qu'on pouvait vendre. Et quand on en a eu 2 d'un coup, ça semblait assez extraordinaire. C'était un très gros stock. Et vous vendiez quoi à l'époque exactement? On vendait de la pièce détachée informatique, vraiment du composant pur et dur, et on le vendait à... Donc on a commencé à vendre en ligne, quasiment instantanément. 96 création de l'entreprise. On vend à des amis autour de nous, comme on fait tous quand on commence une entreprise, on en parle, les gens disent c'est sympa, ils nous achètent des produits, donc ça commence un peu comme ça. Et on a de la famille aux États-Unis qui nous parle un petit peu d'Internet. Et étant codeur, mon frère et moi, à l'origine, on se dit on va créer un site internet et on verra bien ce qui se passe. Et la grande surprise, donc le site sort en 97, date vraiment où on devient e-commerçant. Et lorsqu'on crée le site, on se rend compte dès le début qu'on commence à vendre des produits alors qu'on est en train de dormir. C'est fabuleux, on se dit c'est extraordinaire, ça travaille sans nous et il ne reste plus qu'à livrer les commandes. Donc ça a commencé comme ça et on a vendu des composants informatiques. Et essentiellement, les premiers clients étaient des CNRS, des labos, en fait, puisqu'il n'y avait pas grand monde de connecté à Internet en 1997. On était loin aujourd'hui du produit grand public. Ça touchait essentiellement les chercheurs, les ingénieurs, donc des personnes qui étaient plutôt techniques et qui étaient très heureuses de pouvoir s'approvisionner sur du produit technique. Mais comment vous faisiez pour créer un site avec des produits? On n'avait même pas le haut débit à l'époque, il n'y avait même pas de moyen de paiement, enfin, il y avait... Comment vous propulsiez vos produits en ligne? Je crois que Google n'existait pas. Non, on était à l'époque. Comment vous faisiez connaître alors du coup? Vista? Alta Vista. Alta Vista. Pour ceux qui connaissent. Non, ça commence à... Ça paraît vieux. Ça sent... Et l'ancien. En fait, on faisait rien, on vivait une aventure, c'est-à-dire qu'on a créé un site web. Alors, il n'y avait pas de photos. Il faut bien réaliser que le web à l'époque, c'était essentiellement textuel, il n'y avait pas de moyens de paiement, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc on mettait en ligne un catalogue, on avait développé une gestion de panier pour être capable de prendre une commande. Et on recevait un email de validation de commande. C'était même pas dans une base de données telle qu'on pourrait voir aujourd'hui. C'était retapé à la main? Presque. Dans le mail, on avait les éléments qui nous permettaient de travailler sur un autre produit pour importer, etc. Mais c'était extrêmement basique et le client nous envoyait un chèque qu'on recevait par courrier. Et puis une fois qu'on avait le chèque, on commandait le produit, puis on le livrait au client. Et voilà. Donc il n'était pas rare qu'il se passe un délai de 1 à 2 semaines entre le moment où le client commande et le moment où il soit livré. Mais ça gênait personne. Non, ça gênait personne et à l'époque c'était standard et c'était accepté et acceptable. Alors, moi j'ai envie de dire, quand je vous entends, vous êtes dans un profil geek, très clairement, matériel informatique, on fait avec les moyens du bord, etc. Mais alors, hyper techno, hyper avancé sur la réflexion de la vente en ligne. Alors pourquoi avoir ouvert un magasin du coup où là on se retrouve face à la forme la plus ancienne du commerce, la plus entre guillemets à l'époque rétrograde. J'ai changé d'avis depuis que je travaille avec des retailers, mais aujourd'hui dans le modèle, pourquoi revenir sur le magasin du coup? Parce que notre premier magasin, pour bien comprendre, on l'a ouvert en 1998, donc quasi 1 an après l'ouverture du site web.
Et le magasin a été ouvert pour une raison qui était assez simple, hormis le fait qu'on ait été sorti de l'appartement familial pour l'activité LDLC, c'était le fait de dire Internet se développe, mais Internet est une terre inconnue, véritablement, pour les personnes. C'est une zone de découverte et c'est une zone qui n'inspire pas confiance. Donc il faut créer un lieu physique qui permette au client, si jamais il a un problème, de pouvoir venir vous rendre visite, de pouvoir donner de la consistance en fait au site web. Et cette association, pour nous, était un élément important pour rendre le site web plus fort et lui permettre de se développer à sa réelle vitesse de croisière. Et donc nous avons ouvert un lieu logistique qui faisait en même temps boutique et qui a permis au site web de prendre véritablement son envol. D'accord, c'est-à-dire les gens, vos clients web, prenaient confiance, sachant que vous existiez aussi en mortar. Tout à fait. Et donc se rassurer, c'est un facteur d'assurance ou de réassurance. À l'époque, parce que c'est difficile de se resituer dans les années 2000, je pense que la plupart des gens ici n'étaient pas dans l'e-commerce, faisaient autre chose. Quels étaient les points de blocage principaux, les principaux irritants à l'achat, au-delà bien sûr de l'assurance, de la réassurance, que vous avez bien contourné grâce à l'ouverture de ce premier magasin? Alors, les points qu'il faut se souvenir dans l'époque, les points bloquants, il y avait le débit à la commande et non pas à l'expédition. Alors, bloquant, irritant, plus que bloquant. Oui, c'est récent. Le débit à l'expédition, c'est quelque chose qui a à peine un an et demi, mais... Oh, c'est plus ancien quand même. Alors après, c'est vraiment standardisé aujourd'hui, mais c'est arrivé, on va dire, oui, on a commencé à le pratiquer dans les années 2003-2004. Donc c'est quand même, ça a quand même une certaine ancienneté dans le démarrage. Mais cet élément-là est arrivé rapidement parce que ça faisait partie des éléments de confiance. Vous aviez le fait que les moyens de paiement n'étaient pas du tout clairs encore sur le web, puisque les premiers paiements carte bleue sont arrivés plutôt 98-99. Et le fait que vous ne soyez pas au démarrage capable forcément de savoir si le produit est en stock ou pas en temps réel. Ça, c'est un élément qui a été extrêmement rapidement un point de travail de notre côté pour permettre de donner une idée de en combien de temps le client pourrait être livré. Donc lui donner de la transparence sur la commande. Donc le point bloquant, finalement, quand on résume un petit peu tous ces éléments-là, c'est la fluidité de la commande et faire d'un élément qui est un petit peu un élément de Far West, de découverte, de quelque chose de plus standard et de plus maîtrisé par le consommateur. De plus maîtrisé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tunnel d'achat. Le tunnel d'achat aujourd'hui. Les clients ont largement évolué, leur niveau d'exigence est tellement élevé qu'on a énormément appris et l'objectif c'est de sortir ce client de ce tunnel. Bon, là, les complexités les risques sont quasiment tous évités. Aujourd'hui, on a des procédures pour les fraudes, on a une logistique qui fonctionne bien, on a des retours qui fonctionnent. Donc, vous avez participé, je dirais, à la construction aussi de ce modèle pour savoir ce que les gens attendaient avec une exigence à l'époque faible. Mais donc vous avez été créé en 96, on approche dans votre historique des années 2000. 2000, c'est, pour ceux qui s'en souviennent plus, parce que ça paraît tellement loin, 2000, ça a été ce qu'on a appelé l'éclatement de la première bulle Internet. C'était un peu le Big Bang et les dinosaures, sauf vous, ont quasiment tous disparu. Comment vous avez vécu cette période-là, extrêmement complexe, qu'on a vite oubliée, sur lequel on a vite aussi rebondi? Comment vous en êtes sorti? Est-ce que ça a été pour vous une contrainte? Est-ce que ça a été mal vécu? Est-ce que ça vous a permis peut-être aussi de rebondir sur autre chose? Alors pour nous, ça a été une opportunité extraordinaire. Une opportunité extraordinaire parce qu'on a vécu, moi, ce que je vais appeler du bon côté de la barrière. La bulle Internet, dans sa réalité, c'est simplement le fait de dire qu'avant une date donnée, tous les rêves étaient possibles, tous les rêves étaient accessibles, il y avait de l'argent, il y avait une volonté de créer des projets dans tous les sens, et vous aviez des gens qui étaient prêts à mettre de l'argent dans ces projets. L'éclatement de la bulle Internet, ça a été avant tout un coup de frein à l'ensemble de ces projets liés à l'Internet. On parle de bulle Internet, donc c'est vraiment cet élément-là. Et cet éclatement de la bulle, il a vraiment eu lieu en avril 2000, de manière très forte financière. Et nous avons levé les fonds qui nous ont permis de faire grandir l'entreprise en avril 2000. Donc on était du bon côté de la barrière. Juste après. Peu de choses près. Derrière. Okay. Peu de choses près, mais on était du bon côté de la barrière. Et ça veut dire que lorsque vous avez levé les fonds,
et que vous avez une bulle, un monde qui s'effondre, et que plus personne ne veut regarder de votre côté de la barrière, vous avez un champ de possibles extraordinaire, et vous n'avez plus de concurrence qui se crée. Parce que vous vous retrouvez seul, et d'une certaine manière sauvé de cet éclatement, et plus à risque. Tout à fait. À l'époque, quel chiffre d'affaires vous faisiez en 2000 ? 7 millions. 7 millions. Oui. De mémoire, c'est la période où Rue du Commerce, donc, qui est un de vos concurrents, avait levé 15 millions d'euros. Tout à fait. 15 millions d'euros, c'est-à-dire 2 fois votre chiffre d'affaires. Vous faites 7 millions seuls, et eux, sur un coût financier, ils lèvent 15 millions. Comment vous l'avez vécu, cette levée ? Est-ce que vous avez été attiré par le sujet ? Comment ça a fonctionné ? Cette levée, c'est ce qui a généré notre envie de lever des fonds, parce que lorsqu'on a vu en fait l'arrivée de nouveaux acteurs avec des moyens financiers sans commune mesure avec ceux que nous avions, parce que, pour rappeler, quand Rue du Commerce a levé 15 millions, notre capital social était composé de 30 000 euros. Donc, c'est sûr c'était des francs même à l'époque, je crois. 2 millions. On passait. Avec l'âge, on finit par tout transférer en euros. Voilà. Mais 30 000 euros, 200 000 francs. Et effectivement, quand on a vu ces acteurs qui arrivaient, ces moyens qui paraissaient inaccessibles pour nous, on s'est dit il faut absolument qu'on réagisse parce que sinon on va mourir. C'est mécanique, on ne peut pas lutter contre cet afflux d'argent. Donc on a levé des fonds et on a levé 3 millions d'euros en avril 2000. Et c'est ces fonds-là qui ont permis à l'entreprise de se développer. Alors on n'a pas levé 15 millions d'euros, mais on a levé quand même 3 millions d'euros qui, quand vous les comparez aux 30 000 euros de capital social, correspondaient à une somme conséquente pour l'entreprise. D'accord. Et qu'est-ce que vous en avez fait alors de cet argent ? Cet argent, on l'a utilisé, puis on pense à bon escient, puisqu'on est passé de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2000 à 144 millions en 2005. Avec 7 millions à 144 millions d'euros en 2005. Voilà, en 2005, en étant bénéficiaire. D'accord. Après une bulle qui a laissé qui a laissé table rase un marché sur lequel vous avez progressé. Et un marché qui avait envie de grandir. En fait, c'est ça qui était assez fabuleux. C'est que le marché allait dans le sens de la croissance, mais vous n'aviez plus d'acteurs pour la récupérer, à part les acteurs existants. D'accord. Donc on arrive en 2005, vous faites 140 millions d'euros, après avoir franchi cette barrière, cet événement, cet accident du e-commerce. Et vous m'aviez dit, quand on s'était vu, à l'époque, juste avant 2005, quand on passait une commande, vous l'avez cité encore tout à l'heure, on était encore au Far West. Au Far West, ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire que c'était compliqué ? Ça veut dire que c'était presque extraordinaire de recevoir son produit à l'époque ? Ça veut dire que vous pouviez aller à un repas en ville, discuter de votre commande Internet et dire « moi, je l'ai fait ». Et en plus, j'ai reçu mon produit. Voilà. Il y avait une forme de fierté, de découverte, de pionnier qui vous permettait de pouvoir dire « voilà, moi, je l'ai fait, je fais partie du clan de ceux qui l'ont fait ». Aujourd'hui, c'est plus le Far West parce que c'est normé, quasiment tout le monde a déjà commandé sur Internet. Et à la rigueur, ce serait plutôt l'inverse. Si vous allez dans un dîner en ville et que vous dites « moi, je ne l'ai jamais fait », on vous regardera en disant « ah bon, et pourquoi ?» Donc c'est ça un petit peu pour moi la différence entre aujourd'hui et hier. Il y a vraiment une bascule sur l'usage, l'habitude. Et du coup, cette bascule, le passage entre guillemets hors Far West, amène un niveau de standard qui s'est accéléré en termes vers le haut et vers les attentes des clients de manière extrêmement rapide à partir de ces époques-là. D'accord, parce qu'on ne parle que ça, des attentes des clients, des exigences. Elles étaient comment, ces attentes des clients, au tout début, en 2005 ? Par quoi ça a commencé ? Le moyen de paiement, je pense que le moyen de paiement était un vrai irritant, un moyen de friction. Les gens avaient peur encore de laisser leur numéro de carte bancaire sur le site, à moins que vous continuiez à l'époque à recevoir des chèques. On en avait toujours, on en a toujours, je vous rassure. Ouais. Ça existe toujours, ça ne disparaît pas. Le chèque en France est quelque chose qui est vraiment là et qui disparaît très difficilement. Mais bien évidemment, aujourd'hui, les gens payent de manière électronique, de manière extrêmement facile. À l'époque, il faut se rappeler qu'en 2005, quand vous allumiez la télé et que vous regardiez le journal télévisé, on vous expliquait que Internet c'était mal, qu'il y avait des fraudes à la carte bancaire et que, attention, lorsque vous alliez mettre votre numéro de carte bancaire sur Internet. Donc il y avait mécaniquement encore de grosses difficultés, de grosses appréhensions par rapport à ces sujets-là. Voilà, les changements, ils sont liés aussi à ça, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement les consommateurs qui ont changé, c'est l'environnement global qui a changé et qui donne confiance par rapport à ce canal de distribution, là si on parle du e-commerce, ce canal de distribution qui aujourd'hui a montré qu'il était valable, fiable et capable de délivrer des hauts standards de qualité. Est-ce que vous avez dans votre CRM actuel
encore des clients des années 2000? Ah oui. Oui? Oui, oui, oui. Oui, alors c'est l'avantage aussi d'avoir développé nos propres systèmes, hein, notre propre ERP, c'est qu'on a de l'historique et qu'on garde bien évidemment. Alors après on respecte tous les aspects RGPD, CNIL, des demandes de retrait des clients, etc. Mais on a énormément de clients fidèles, de clients qui ont commandé. Même certains en sont fiers et ils nous écrivent, vous savez, moi je suis client depuis rue de Marseille, c'est-à-dire notre première boutique à Lyon, donc 98. Et ils sont contents de nous le dire. D'accord. Ils sont contents de vous le dire, mais à l'époque, il n'y avait pas Google encore. On pouvait... comment vous faisiez pour être connu sur la toile? Enfin, à l'époque, il n'y avait pas Google, c'est en 2005, je crois, que Google est arrivé en France. Vous aviez des clients fidèles. Comment vous alliez à la conquête de ces clients? Quel était le marketing de l'époque? Comment vous faisiez connaître? Et puis, je ne vous demande pas comment vous réussissiez à les conserver, puisque vous avez répondu. C'est extraordinaire de savoir qu'il y a des clients qui sont là chez vous depuis presque 20 ans. Il n'y avait pas de manière magique, si ce n'est le bouche à oreille. En fait, l'informatique, le composant informatique est un domaine assez particulier où vous avez beaucoup de personnes qui considèrent que c'est un domaine trop compliqué, dans lequel ils ne sont pas experts, ils n'y connaissent rien, ils en ont besoin mais ils n'y connaissent rien, ça ne les intéresse pas. Et là, ils vont se retrouver vers le magicien que vous avez tous autour de vous, qui est le magicien de l'informatique. Oui. Et vous n'avez absolument pas honte de lui dire « moi j'y connais rien, mais il me faudrait un truc sympa. Voilà mon budget, débrouille-toi ». Et comme nous avions dans nos clients des passionnés, des geeks, ces clients-là rayonnaient auprès d'autres clients. Et c'est comme ça que nous avons bâti notre notoriété, par la qualité de service, la qualité de distribution spécialisée, donc le catalogue, la profondeur de catalogue, la disponibilité, les prix, et qui permettait à l'ensemble des clients connaisseurs de pouvoir donner leurs conseils tout autour d'eux et de permettre à l'entreprise de grandir. Et cette notoriété, elle s'est vraiment développée autour de cet unique client. D'accord. Et quels étaient vos avantages concurrentiels à l'époque? Le prix faisait la différence parce que à cette période, ce que recherchaient les gens, c'était le côté pratique, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas besoin de se rendre en magasin parce que les produits étaient moins chers. Vous étiez positionné comment par rapport à vos concurrents? À l'époque, vos concurrents, c'était Surcouf, Mr Good Deal, Pixmania, pour resituer le contexte? Plutôt, les concurrents, c'était plutôt Surcouf en termes de magasins, parce qu'historique, rue du Commerce et Pixmania. Et toute la rue Montgallet, si je peux me permettre, à Paris, la rue Montgallet, qui est plus, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans le 13e arrondissement, en face de une Surcouf. Rue en face de Surcouf, où vous avez tous les geeks qui vendent des PC assemblés ou à assembler, et qui étaient dans votre cœur de cible. On arrive à 2005, vous avez franchi la barrière du Far West, vous avez créé des moyens de livraison, des moyens de paiement, et en 2006, vous ouvrez une nouvelle boutique, cette fois-ci à Paris. Pourquoi Paris? Parce que Paris, c'est un lieu de densité de population extrêmement important, c'est un lieu incontournable en France. Et que là encore, on l'ouvre pour des raisons de notoriété, de développement de la notoriété de la marque. C'est-à-dire qu'on se rend compte que LDLC est né à Lyon, que le quart sud-est français nous connaît extrêmement bien, qu'on a un ratio commande-population qui est extrêmement raisonnable, alors que sur Paris, on est vraiment très loin derrière. Et il nous semble important à ce moment-là d'ouvrir une boutique sur Paris pour permettre de développer la notoriété et permettre de donner, là encore, on parle des aspects de confiance, hein, donner de la confiance au niveau de la marque, la connaissance, et de permettre à la marque de monter, et donc au site web de monter. D'accord. Et là, on se retrouve dans une configuration avec un site web qui commence à très bien marcher, avec des croissances fortes qu'on connaît, 2 boutiques, donc un nouveau canal. Et là, vous n'avez jamais connu d'opposition entre les canaux web et le canal web et le canal historique magasin? Non, d'abord, nous avons administré nos propres boutiques, donc la stratégie était vraiment commune à ce moment-là, il n'y avait pas de questionnement. Et comme la boutique est apparue extrêmement rapidement en même temps que le web, la boutique a été un élément qui a été intégré immédiatement au web. C'est-à-dire que la stratégie web accompagnait la boutique. Dès le départ, lorsque vous alliez dans la boutique, vous aviez accès au catalogue web. C'est même pire que ça, c'est que la première boutique, le stock du web était dans la boutique. Donc c'était le même lieu, c'était le même endroit. Finalement, c'était quasiment une vue de l'esprit de se dire c'est une boutique ou c'est du web. Voilà, il n'y avait pas de séparation physique. Oui. La séparation physique, elle est venue après, mais l'esprit
d'unicité est resté du fait de cette expérience. D'accord, parce que ce que vous décrivez, ça s'appelle l'omnicanal aujourd'hui. Tous les retailers en rêvent, mais n'y arrivent pas, ou n'y arrivent peu. Vous avez construit un modèle, donc, comme je disais tout à l'heure, un peu à la racine, mais pour vos clients, qui étaient des clients web au départ, quel était leur intérêt d'aller en boutique? C'était quoi? De se montrer, de partager des expériences? Je sais que ça se fait beaucoup parmi les informaticiens, au profil un peu geek. C'était quoi? Un lieu de rencontre, un lieu de service? Quelle était la vocation des magasins? Au-delà d'être implanté dans une région comme Paris et partir à la conquête du phare nord, cette fois-ci à l'assaut de la capitale, comme on dit, que retrouvaient vos clients dans les boutiques? Essentiellement, le client, il vient chercher de l'humain. Alors, on l'oublie, mais dans la boutique, la première chose qu'un client vient chercher, c'est de l'humain, c'est-à-dire la capacité d'aller voir une personne en face, de pouvoir discuter avec elle. Et alors, dans le monde de l'informatique, très souvent, c'était venir challenger le vendeur, venir challenger l'expert pour montrer que se mesurer, montrer que moi aussi je connais le produit, j'ai pu mettre en défaut l'expert vendeur devant moi, et voilà, je m'en sens grandi. Ça permet aussi de donner. Je reviens sur la confiance dans la marque. Dans la notion de la marque, c'est pas simplement le fait de dire la marque est présente si j'ai un problème, etc. Mais quand vous mettez en avant une marque de distribution spécialisée, ça veut dire que vous êtes spécialiste. Et finalement, la boutique, quel meilleur endroit d'aller tester le côté spécialiste de la marque et de se rendre compte s'ils savent de quoi ils parlent, s'ils sont capables de conseiller correctement, s'ils sont capables véritablement de jouer ce rôle d'expert. Donc la boutique, elle joue ce rôle de proximité, elle joue ce rôle de conseil, elle joue ce rôle de contact, de confiance, et c'est un élément qui est majeur dans le commerce. Alors on a tendance à l'oublier quand on pense e-commerce parce qu'on pense facilité du flux de commandes, on pense simplicité des heures d'ouverture, de l'accessibilité. Enfin, il y a plein d'avantages au e-commerce, mais la boutique, elle a aussi ses avantages et ses atouts. Et il ne faut pas l'oublier parce qu'aujourd'hui, 22 ans après la création de l'entreprise, si on regarde un tout petit peu le marché du commerce en général et du e-commerce, même dans un domaine technique comme le nôtre, qui a été un des premiers domaines à être présent sur le web, 25% du marché est fait par le web, 75% du marché est fait par les boutiques. Donc les boutiques ont une réelle présence, un réel intérêt, et les gens ne les abandonnent pas. Ils essaient de trouver un équilibre entre les deux canaux pour servir leurs propres besoins de manière fluide, la plus fluide possible. Et finalement, c'est un travail d'équilibriste que doit trouver le e-commerçant. Et dans nos boutiques, ce qu'on a détecté au départ, c'est tous ces éléments-là de conseil, de proximité, d'écoute, d'appartenance. Et c'est ça qui a retenu notre attention dans les boutiques. Oui, une façon aussi de se nourrir son ego à travers la comparaison des Alors ça, c'est vrai pour notre clientèle, c'est pas forcément vrai pour toutes les clientèles. C'est vrai aussi pour la Fnac, avec les vendeurs qu'on challenge souvent, que ce soit sur l'informatique ou sur la photo notamment, et qui font partie aussi des actes de vente. Mais je l'avais jamais entendu comme ça, et ça, je trouve que c'est très louable de pouvoir le reconnaître, de se dire, je crée un point de contact qui n'est pas seulement un point service, parce que j'imagine que c'est aussi une façon de venir réparer son ordinateur ou changer un écran. Bien sûr. Autour de ces éléments-là, dès qu'on a créé un point physique, on va venir, bien évidemment, y adjoindre le plus d'éléments possibles qui peuvent faciliter la vie du client. Alors ça va être effectivement le SAV, c'est parce que il ne faut pas oublier qu'on est dans le monde du e-commerce, qu'on transporte des produits, qu'on n'est pas en dématérialisé, que le transport, la logistique, c'est quelque chose qui est contraignant, à la fois au moment de l'expédition parce que le client a acheté, mais au moment des retours. Le client, il n'aime pas forcément aller se déplacer pour aller renvoyer un produit. Le client, il n'aime même pas forcément réemballer son produit. Rien que cet aspect-là peut être une contrainte. Donc, ce n'est pas simplement le fait de lui envoyer un transporteur chez lui qui peut faciliter le système. Donc, il y a plein de sujets autour de la relation avec le client, avec le produit. Et les boutiques permettent véritablement de mettre en place des services qui vont venir compléter le web. Absolument, d'accord. Alors restons un instant sur les boutiques et le réseau de magasins. Vous aviez à l'époque 2 boutiques, et puis là, j'ai vu que vous aviez investi au moins dans l'idée d'aller en chercher plus, de conquérir plus de territoires physiques, de renforcer votre présence dans le commerce traditionnel. Et vous avez changé de modèle. Vous aviez 2 boutiques en propre. Aujourd'hui, vous en avez 30, mais vous êtes passé sur un modèle de franchise. Vous êtes devenu franchiseur LDLC, et donc ces boutiques ne vous appartiennent plus. Pourquoi cette bascule? Pourquoi être devenu franchiseur alors que vous aviez un vrai savoir-faire, une clientèle historique, un site internet qui marche? Se dire tout ce succès, toute cette capitalisation d'image, de notoriété, de force, vous la transmettez à des commerces
indépendant, qui reste évidemment sous la marque LDLC. Mais pourquoi le modèle de la franchise pour se développer en France et pas avoir continué à vous développer en propre? Alors, tout d'abord, on n'a pas arrêté de faire des boutiques en propre. C'est mixte. C'est-à-dire que notre volonté, c'est de développer un réseau de proximité majoritairement en franchise. Et ça a plusieurs avantages pour nous. Alors, bien évidemment, on continue de faire des magasins en propre parce qu'on pense que c'est important de détenir aussi une partie de son réseau pour ne serait-ce pouvoir faire des laboratoires, tester, regarder, continuer d'avancer, maîtriser les choses. Mais la franchise, c'est aussi l'avantage, un financier peut vous parler et vous dire, c'est l'avantage de la rapidité du déploiement. Lorsque vous déployez un réseau en franchise, vous êtes capable de déployer un nombre de boutiques bien plus important en peu de temps puisque l'investissement est réparti entre l'ensemble des acteurs franchisés. Et ce n'est pas simplement le groupe qui porte cet investissement. Mais le deuxième aspect qu'on a tendance à oublier lorsqu'on parle d'un réseau de franchisés, c'est que vous vous entourez de chefs d'entreprise. Et ça veut dire que vous entourez de personnes qui investissent dans votre marque, qui investissent dans votre développement et qui ont envie de maximiser leur réussite. Et donc qui sont de fabuleux apporteurs d'idées, apporteurs de progrès, d'optimisation constante. Ils vont vous challenger constamment pour que votre flux, votre réseau soit le meilleur possible. Donc c'est le petit caillou dans la chaussure qui va vous permettre de vous dire non, non, rien n'est parfait, il va toujours falloir continuer d'avancer. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier dans le réseau de la franchise. Et s'entourer de chefs d'entreprise, c'est une très bonne idée à mon sens. En tout cas, ça s'entend. Ça s'entend. Donc, déploiement national, aller plus vite avec des franchises, partager votre savoir-faire et profiter de l'expertise et l'entrepreneuriat pour vous développer. Vous les rencontrez souvent, vous franchisez? Ils viennent régulièrement. Alors moi, je les rencontre pas tous les jours, hein, je vous avoue. Ils viennent souvent voir Laurent LDLC, hein, c'est les initiales de l'entreprise, donc c'est certain qu'on aime bien voir le fondateur. Ils viennent me voir pour des conseils financiers, mais ils viennent surtout voir les équipes qu'on a mis en place, vraiment spécialisées sur le domaine de la franchise. La franchise est un métier à part entière, donc on a développé une structure spécifique, franchiseur, qui est vraiment extrêmement spécialisée et qui est capable de délivrer la même qualité de service qu'on souhaite à délivrer à nos clients, parce que les franchisés sont des clients pour le groupe. Ce sont des clients pour le groupe, ce sont aussi des représentants de votre marque. Et des représentants pour la marque, bien évidemment. D'accord, donc vous avez créé une troisième stratégie de distribution qui est la franchise. 2021, 1 milliard, vous tiendrez? Oui, on a de l'ambition, c'est certain. Donc aujourd'hui, on a réitéré notre ambition du milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire de doubler de taille en 3 ans. On a aussi annoncé notre volonté d'avoir 100 boutiques. Ça fait partie du développement du milliard, bien évidemment, de faire un peu plus que tripler la taille du réseau de boutiques qui va venir porter de la croissance au niveau du groupe. Mais on ne fait pas que un métier sur le B2C. Le groupe LDLC, ce qui porte le milliard, c'est à la fois le B2C online, on en a parlé avec le site web, le B2C offline retail avec le développement du réseau de boutiques, mais c'est aussi un site, ldlc.pro, une marque sur le B2B qui pèse aujourd'hui près de 120 millions d'euros dans le chiffre d'affaires du groupe. Donc on a vraiment, dans notre métier qui est l'informatique, travaillé sur l'ensemble des segments qui peuvent être adressés sur cette partie spécialisée. Ils sont où vos magasins aujourd'hui? Alors nos magasins aujourd'hui sont pas mal dans le sud-est, lieu d'origine, puis on est en France. Donc on est présent dans le nord de la France, on est présent du côté de Nantes, donc on va à l'ouest, on avance du côté de Marseille. Voilà, on maille petit à petit le territoire avec la trentaine de magasins à ce jour, et on compte continuer d'en ouvrir de manière extrêmement rapide, puisque pour arriver à 100 d'ici 3 ans, il y en a 70 à ouvrir dans les 3 ans qui viennent. D'accord. Et quand vous choisissez une ville, une région, quel emplacement vous choisissez dans la ville? Est-ce que vous êtes un magasin de centre-ville, un magasin de périphérie? Est-ce que vous allez vous mettre dans les centres commerciaux? Quelle est votre stratégie par rapport à l'implémentation des magasins, qui sont en franchise ou en propre d'ailleurs? En fait, LDLC, la genèse du projet en termes magasin, on a vu qu'LDLC était un magasin de destination. C'est-à-dire qu'on n'a pas volonté de se mettre forcément dans un lieu de chalandise. Qu'est-ce que c'est un magasin de destination? Quand vous venez pour acheter. Vous savez que vous allez acheter quelque chose. Vous ne savez pas forcément quoi, mais vous savez que vous venez pour acheter un produit. On a plus de 90% des clients qui rentrent dans le magasin qui sont là et qui repartent avec un produit. Donc ils ne viennent pas par hasard, ils ne viennent pas pour flâner, ils viennent vraiment acheter un produit. 90%, c'est meilleur que ce que vous avez sur le site?
Sur le site, il y a plus de passages. Je ne donnerai pas le taux de transformation sur le site. Mais il n'est pas à ce niveau-là. Mais il n'est pas à ce niveau-là. Non, je vous rassure. On est d'accord. Ça nous laisse de la marge de progression. Mais ça montre que quand quelqu'un vient dans le magasin, il a pris une décision d'acte d'achat et il vient chercher du conseil, il vient chercher vraiment ce côté proximité humain. Et c'est ça qu'on va délivrer. Donc ça permet de mettre des magasins, pas forcément en centre-ville, ça permet de mettre des magasins en périphérie, avec une facilité d'accès, parce que le parking est important quand vous allez transporter une tour d'ordinateur, un écran, etc. Chargement, déchargement du produit, ça reste quelque chose d'important. Donc on a commencé le travail de développement de magasins plutôt en périphérie. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le modèle avait aussi un sens en centre-ville, parce que justement il y a du service autour. Il n'y a pas que le fait d'aller acheter des produits, il y a le fait de chercher un conseil, du dépannage, une réparation, une réinstallation d'ordinateur. Et donc on commence à ouvrir des formats de magasins beaucoup plus petits, avec une prépondérance de volonté sur le service, mais aussi les produits. Donc on se rapproche du centre-ville à ce niveau-là. D'accord. Quand je vous écoute, déploiement e-commerce, secteur informatique, entreprise familiale avec 2 frères à sa tête à l'origine. J'ai forcément envie de penser à une autre aventure qui s'appelle Pixmania, qui a démarré à votre époque, qui a suivi étrangement le même modèle. C'est un modèle parallèle, mais pas avec la même histoire à la fin. Notamment au moment où Pixmania a décidé de rentrer dans le monde du retail et avec un échec fracassant. Comment vous expliquez cet échec? Vous l'avez certainement regardé. Comment vous le comprenez? Comment vous l'avez vécu? Et quelles sont les explications réelles par rapport à ça? Alors, on a regardé on nous a souvent demandé de commenter 2 grands échecs, entre guillemets, si on veut qualifier d'échecs, qui sont Surcouf et Pixmania. Pixmania, on nous a demandé de le commenter parce que quand on a annoncé qu'on allait développer un réseau de boutiques pour permettre d'aller sur le cross-canal, quelques semaines après ou quelques jours après, je ne sais plus exactement, Pixmania a annoncé qu'ils allaient fermer l'intégralité de leurs boutiques françaises le même jour. Et mécaniquement, on nous disait, mais pourquoi vous allez ouvrir des boutiques alors qu'un e-commerçant qui a tenté ferme l'intégralité de ses boutiques? La réponse que je donne, sans avoir de certitude, puisque ce n'est pas nous qui avons fait la stratégie et la décision, je disais à l'époque que déjà, quand on ferme l'intégralité de ses boutiques le même jour, c'est qu'on n'est plus sur une problématique de boutique, on est sur une problématique de stratégie globale d'entreprise et qui a une autre problématique derrière. Et à notre sens, quand nous étions allés voir les boutiques Pixmania, notamment celle qui avait ouverte à Lyon, vous aviez une boutique d'environ 80 mètres carrés en centre-ville qui devait exposer l'intégralité d'un catalogue généraliste. Parce que Pixmania était devenu généraliste à l'époque. Et ça veut dire qu'en fait, vous aviez trop peu de mètres carrés par rapport à la densité de produits et aux différents types de familles de produits. Donc vous aviez, je vous parle de mémoire, des télévisions d'un côté, avec un aspirateur à côté, suivi d'appareils photo numériques, un petit peu de téléphonie, tout ça dans 80 mètres carrés, sans raison, et ce qui donnait un sentiment de compréhension du concept et de ce qui était vendu extrêmement faible. Donc à notre sens, c'est plus la manière dont a travaillé Pixmania pour développer son réseau de boutiques qui a amené la fermeture des boutiques, plutôt que le fait de dire la boutique était un mauvais moyen de se développer. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Sur Surcouf, c'est plutôt la transformation d'un modèle économique qui n'a pas eu lieu, puisque aujourd'hui, alors je vous ai dit que le magasin n'a pas disparu du fait d'Internet, mais le magasin a subi une disparition de 25% de son activité. Donc s'il ne se réinvente pas avec Internet, mécaniquement, ça lui enlève quand même une grosse part de son activité et il ne peut pas rester immobile. Et aujourd'hui, notre vision, c'est que Surcouf avait un modèle économique qui était difficile à faire bouger et qu'il n'a pas bougé assez rapidement, et c'est ce qui l'a amené, entre guillemets, dans ses ultimes retranchements jusqu'à la liquidation judiciaire. Absolument. D'accord. Vous considérez que le magasin est un lieu de vente, un lieu de conseil, un lieu de réassurance? C'est un lieu où on vient comparer ses compétences et par rapport à des vendeurs. Est-ce que vous pensez que le retail en France, aujourd'hui, tel que vous le percevez, parce que je considère que vous êtes un expert du retail et du e-commerce, a du retard par rapport aux pays voisins, notamment anglo-saxons?
Alors là, pour le coup, je ne saurais pas dire si on a du retard par rapport aux pays voisins. En termes d'expérience client notamment, parce qu'on va y venir à l'expérience client. Vous savez raccrocher un client par rapport à un produit, par rapport à un client qui vient du web, vous le ramenez vers le magasin. Aujourd'hui, c'est ce qu'on on va y venir, c'est ce que recherchent tous les acteurs du retail, notamment en développant des sites internet et de créer une expérience dite omnicanal, c'est-à-dire avec un client centrique qui passe d'un canal à l'autre sans vous demander son avis, mais qui doit, pour la marque, le faire évoluer sur toutes les frontières qu'elle a construites entre ces deux mondes. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'en France, on est prêt pour ça? Est-ce qu'on est dans les temps? Est-ce qu'il y a des progrès et progressions à réaliser? Je pense qu'on est dans les temps, très honnêtement, pour une raison très simple, c'est que je pense que les standards ne sont pas écrits. On n'est pas en avance, mais on n'est pas en retard. On subit peut-être un peu plus le marché que les anglo-saxons qui ont plutôt tendance à l'écrire, si je peux l'exprimer comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on soit en retard. Parce qu'aujourd'hui, ce monde de l'omnicanal est un monde d'expérience, est un monde live. C'est un laboratoire en direct. Tout le monde va tenter d'apporter une brique à l'édifice en espérant que son apport devienne un standard et soit accepté par l'ensemble des clients et que ça devienne un élément différenciant. Tout le monde l'espère, tout le monde fait des tentatives, mais des standards, il y en a assez peu qui sont sortis jusqu'à présent. Donc personne n'a trouvé encore la recette magique. Donc là où les anglo-saxons vont être peut-être un petit peu plus forts que nous, c'est qu'ils vont peut-être tenter plus d'expérience que nous, ce qui fait que statistiquement, ils ont plus de chances d'écrire le standard que nous. Mais pour autant, aujourd'hui, comme il y a peu d'éléments qui sont devenus des standards, je ne pense pas qu'on soit en retard. En France. En France. D'accord. Tout à fait. Vous êtes, dès la création de votre entreprise, un acteur multicanal. Vous êtes devenu cross-canal. On reviendra après sur les définitions. Est-ce que vous considérez que vous êtes un acteur omnicanal aujourd'hui ou est-ce qu'il vous reste encore des progrès à réaliser? Il nous reste énormément de progrès à réaliser pour devenir un acteur omnicanal. Alors pourquoi? À notre sens, l'omnicanalité, ce sera quelque chose dont on pourra se targuer le jour où le client ne saura même plus faire la différence entre quel canal il a acheté, que ce soit online, offline, mais vraiment d'une manière la plus large possible. C'est-à-dire que finalement, le web ne sera plus qu'un service parmi tant d'autres dans la manière d'acheter. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, comme tout acteur, nous pouvons avoir des difficultés à réconcilier les clients entre le web et les boutiques, à s'assurer qu'un service, que le même service puisse être fait dans l'intégralité des lieux, que ce soit le web ou les boutiques. Et ça, c'est le chemin vers l'omnicanalité. Mais c'est un parcours du combattant parce que c'est extrêmement compliqué de mettre en œuvre l'ensemble des services informatiques qui rendent ce côté transparent pour le client. On sait que quand c'est simple à l'extérieur, c'est souvent très compliqué à l'intérieur. C'est le principe du parcours sans couture, le seamless, ce qu'on appelle le seamless en anglais. Tout à fait. Vous êtes d'accord que c'est compliqué? Quelle est la problématique la plus complexe? Elle est informatique, elle est comptable, elle est financière? Elle est avant tout informatique parce que ça veut dire donner l'accès à l'ensemble des informations à tous les acteurs au moment opportun. Et c'est ça qui est compliqué, c'est au moment opportun. C'est la définition du moment opportun, c'est le temps réel, c'est... voilà. Je vais prendre un exemple tout bête. Alors, c'est pas forcément l'exemple le plus compliqué, mais c'est de se dire, voilà, un client peut avoir commandé un produit en ligne et il veut le faire réparer dans un magasin. Jusque-là, vous dites c'est très facile, il suffit qu'on ait accès au dossier, on va le faire dans le magasin. Mais vous pouvez avoir des clients un petit peu tordus, entre guillemets, et qui vont dire j'ai appelé le magasin d'à côté, celui à 40 km, il m'a dit non, il n'était pas d'accord. Bon, je vais vite appeler celui à 40 km de l'autre côté, peut-être qu'il me dira oui, et puis je vais essayer d'appeler le web, et puis je vais essayer de trouver une solution. Si vous n'avez pas une uniformité de réponse à ce moment-là, vous pouvez avoir des clients qui passent entre les mailles. Ça, c'est quand on regarde le client, entre guillemets, du mauvais côté, du côté suspicieux. Mais vous pouvez avoir la même question du côté un client qui n'est pas suspicieux, qui vient de donner une information à un magasin et qui se dit « Non, je vais encore devoir réexpliquer. Alors moi, je ne comprends plus. Est-ce que je parle à la même personne? Est-ce que je parle à une personne ?» Et qui, s'il n'a pas la sensation que son dossier est connu de A à Z correctement et de se réexpliquer, ça va être extrêmement désagréable. Pourquoi? Parce qu'en plus, la pression médiatique fait qu'aujourd'hui, le client, il a la sensation que grâce à l'intelligence artificielle, normalement, il n'a même plus à poser la question. Il appelle, il dit « j'ai un problème », mais monsieur, on a la réponse.
dans le ton de la voix que vous avez utilisé, on a déjà deviné ce qui s'est passé et on va vous donner la réponse. Donc, il y a une attente de la part du consommateur qui est extrêmement importante sur cette simplicité, sur le nombre de fois qu'il va répéter les choses, sur tous ces éléments-là. Et ça veut dire que vous devez avoir des systèmes informatiques qui sont reliés constamment, live, quel que soit l'endroit en France, quel que soit le moment où le client a raccroché, vous devez avoir quelqu'un qui a fait quelque part un rapport et que ce rapport soit accessible si une autre personne en a besoin. Et ça, quand on le met en perspective du fait que des acteurs aujourd'hui se posent encore la question de comment je mets mon stock en temps réel sur mon site web, vous vous rendez compte du chemin à parcourir pour que tout le monde soit capable de délivrer ce niveau de transparence. Enfin, entre une information que vous maîtrisez à 100%, sans apport client, certains acteurs ont déjà du mal à donner, et le fait que vous ayez des tiers qui puissent modifier constamment l'information, c'est extrêmement complexe. Mais très concrètement, j'achète un produit sur le site ldlc.com, est-ce que je peux le rendre en magasin ? Aujourd'hui, non, c'est pas encore possible dans tous les magasins. Est-ce que je peux me faire rembourser en magasin ? Non. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore le pont de manière seamless aujourd'hui entre le site web et le magasin. Donc je ne peux pas non plus l'échanger, si je comprends bien. Est-ce que moi je peux venir le chercher en magasin ? Est-ce que vous avez développé du click and collect ? Alors aujourd'hui, il y a 2 standards complètement reconnus dans le e-commerce et le magasin. Lorsque vous faites pas de l'omnicanal, mais on va appeler du cross-canal, c'est le point de retrait et le click and collect. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons à nos clients, c'est le point de retrait et le click and collect. La différence étant que quand vous faites un point de retrait, vous commandez sur le site web et vous utilisez le magasin comme un lieu de livraison. Donc vous allez avoir une commande, un délai de livraison habituel et vous venez retirer votre colis en magasin. Quand vous faites du click and collect, c'est souvent ce qu'on voit, venez le chercher dans 1 heure, dans 2 heures, dans 5 minutes. À ce moment-là, vous avez commandé en fait sur une interface web, mais vous avez interagi avec le magasin. Avec le stock du magasin. Avec le stock du magasin. Et là, vous allez véritablement aller chercher le produit qui aura été vendu par le magasin directement. Et ça, aujourd'hui, c'est possible ? C'est un projet ? Ça, aujourd'hui, c'est possible. C'est pas un projet, c'est tout à fait actif. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est 2 standards du cross-canal. Donc, si vous ne le proposez pas, là, pour le coup, vous êtes en retard. En conclusion, vos projets pour 2018-2021, le cap du milliard, vous saviez qu'à une époque, on comptait sur les doigts d'une main les 5 entreprises qui franchissaient le milliard. Il y avait Pixmania, il y avait Cdiscount, Vente Privée, Amazon et le dernier, je ne m'en souviens plus, mais c'est très symbolique ce chiffre-là. Est-ce que vous allez franchir les frontières de la France ? Vous allez sortir, aller à l'international ? On démarre sur l'international puisqu'on a annoncé il y a à peu près 6-9 mois qu'on allait ouvrir l'Espagne, donc on démarre européen, et boutique et web. C'est-à-dire que dès le départ, on va travailler sur une expérience cross-canal, voire omnicanal. Donc omnicanal, export. Export, oui, tout à fait. Okay. Bon, écoutez, moi, je vous souhaite bonne chance. J'aimerais que vous soyez encore là pour plus de 20 ans encore, parmi les géants. Pour moi, c'est une très belle leçon à la française que vous donnez au marché. On peut réussir dans le retail et dans le e-commerce sans créer de friction. On peut même créer un réseau de franchisés, amis du web, amis des autres magasins en propre. Vous avez une réussite personnelle avec une belle histoire de famille. Voilà, moi je voulais vous souhaiter, j'avais pas de conclusion particulière, je voulais juste vous souhaiter bonne chance pour la suite. Et merci. Merci beaucoup. Merci.